Most Valuable Player, le meilleur joueur de la NBA. Depuis pas mal d'années, ce sont des étrangers et notamment européens. Alors est-ce que ça va être le cas encore cette année? Est-ce qu'il va y avoir des chamboulements dans la hiérarchie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ces dernières années, on a beaucoup parlé de Big Three, de duo Inferno, mais quand c'est le MVP, il y a toujours un joueur qui se détache quand même nettement de son équipe. Et je vais commencer par les mentions honorables. Alors par exemple, De'Aaron Fox des Sacramento Kings qui a connu quelques absences mais qui est encore aussi fort, voire un peu plus que l'an dernier. On peut citer aussi bien sûr LeBron James, inoxydable à 39 ans, qui va repousser les limites de l'âge, de la performance. Je vous en ai parlé dans une vidéo spéciale Papy avec Curry et Durant. Il y a également Damian Lillard, alors qui certes a connu des pannes d'adresse à Milwaukee, mais qui reste un joueur très fort, peut-être pas le meilleur de son équipe, hein, on en reparlera sans doute dans un instant. Tyrese Maxey aussi réalise une très belle saison avec les Sixers. Bon, ça reste quand même le deuxième joueur important de son équipe, mais il performe et il pourrait très bien être All-Star et même commencer All-Star Game en février, donc on verra ça de plus près. Je peux également citer Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, qui sont souvent dans le bas de la discussion, dans on va dire les 10 meilleurs joueurs, 10-11 meilleurs joueurs de NBA. Alors c'est un peu une revanche, je trouve, pour ce numéro 1 de draft, qui a réalisé certes une belle carrière jusqu'à présent dans le Minnesota, mais qui n'a peut-être pas obtenu encore les résultats collectifs qu'il espérait. Et maintenant, il y a une belle alchimie. Il a un autre très grand joueur qui est placé un petit peu plus haut dans le MVP ladder, donc l'échelle du MVP. Mais Karl Anthony Towns, vraiment, il est solide cette année et il est renforcé par la présence de Rudy Gobert. L'association fonctionne beaucoup mieux que l'an dernier, sans compter que sur le banc il y a Naz Reid, mais voilà, c'est Wolves. J'avais fait une vidéo spéciale sur eux assez rapidement parce que je sentais qu'ils étaient vraiment différents de l'an dernier, beaucoup plus en place, et quelque part c'est une très belle évolution cette année. Donc en général, en sachant que c'est l'équipe en tête à l'ouest, il y a forcément des joueurs à placer. Donc ensuite on a Kawhi Leonard des Clippers, les Clippers qui ont un peu tout connu jusqu'à présent. D'abord un début assez difficile, notamment quand ils ont intégré James Harden et que ça s'est pas bien passé. Ils étaient assez vite catalogués comme la risée de la NBA, mais maintenant ça rigole plus. Westbrook est sur le banc et puis Kawhi Leonard qui vient juste de rater son premier match a maintenant vraiment une mainmise sur le jeu tout en s'inscrivant dans le collectif. C'est jamais, je trouve, quelqu'un qui va trop tirer la couverture à lui. Donc toujours très fort en attaque mais aussi en défense. Une grosse efficacité, une belle adresse au shoot à longue distance. Je crois qu'il est à 44% en ce début de saison, c'est énorme. Puis il a réalisé des perfs avec beaucoup de pourcentage, enfin un pourcentage très élevé. Du coup, voilà, Kawhi en 9. En 8, j'ai Kevin Durant avec ses performances vraiment impressionnantes encore à Phoenix, même si l'équipe se porte moyennement bien. Alors il y a les blessures bien sûr qui s'en mêlent. On pense à Bradley Beal, un petit peu Devin Booker. Et les résultats qui sont un peu décevants parfois, même contre certaines équipes, je pense à San Antonio, qui ont valu des défaites dommageable à cette équipe, et donc forcément Kevin Durant il est peut-être pas aussi haut qu'il aurait pu l'être sans ces défaites. En numéro 7, on a un joueur qui est en train d'exploser, qui a presque emmené son équipe d'Indiana au bout du In-Season Tournament. C'est Tyrese Haliburton qui a réalisé des belles performances et surtout qui est le meilleur passeur de la NBA, qui distribue, qui accélère le jeu, qui sait très très bien trouver ses différents coéquipiers, qui artillent de loin, qui sont capables de bien se placer, d'être très dynamique en attaque. Haliburton, il se montre à la hauteur de ce que certains pouvaient penser de lui, c'est-à-dire un playmaker, un joueur capable de mener le jeu, de créer pour lui et pour les autres. Donc voilà, une belle performance, même si les résultats collectifs un peu moyens
d'épaisseur bride forcément sa progression. Un petit peu au-dessus de lui, on a Jason Tatum. Alors là, premier à l'Est, premier en NBA, même s'ils sont de plus en plus talonnés par les Bucks. Tatum, il fait une très belle saison, à plus de 27 points par match. Je crois que c'est le meilleur rebondeur avec 8 rebonds de son équipe. Et il distribue 4 ou 5 passes. Donc bon, forcément, c'est un joueur essentiel, c'est le joueur clé. Mais c'est peut-être pas encore le joueur ultra dominant qui a une armée de lieutenants autour de lui. C'est un très très bon joueur qui a réalisé de belles perfs, peut-être pas aussi impressionnantes que ceux qui sont juste au-dessus dans le classement. Alors parmi les 5 candidats les plus sérieux pour le MVP cette année, il y a Luka Doncic, 32 points, 8 rebonds, 9 passes. C'est un monstre, il est capable de mettre des step back à 3 points avec de plus en plus d'efficacité. Il est à 38% au tir extérieur et en même temps il a gagné un petit peu en adresse au lancer franc. Il est beaucoup plus en forme physique que les saisons précédentes. Il distribue des caviars absolument incroyables et donc il va pouvoir, je pense, continuer comme ça en sachant que son équipe, et moi je trouve que c'est important pour le Most Valuable Player, c'est celui qui vraiment apporte beaucoup de valeur à un effectif qui n'est pas le plus ronflant de la NBA, même s'il a Kyrie Irving, un champion NBA, à ses côtés. Le reste, on est sur quand même des joueurs, Derrick Jones Jr., Dante Exum qui revient d'Europe, voilà, Derek Lively, c'est quand même pas non plus des joueurs ultra forts. Et pourtant, tout ce petit monde coexiste très bien et Luka est capable de les servir, de savoir aussi beaucoup marquer de points, d'être omniprésent, donc forcément c'est un joueur spécial et ces joueurs spéciaux, on en parle pour le MVP. En numéro 4, on a Shai Gilgeous-Alexander qui est en train de mener son équipe vers les sommets de la conférence Ouest. Ils sont deuxième, le Thunder actuellement, et ça m'impressionne de voir qu'un jeune homme comme ça arrive à 30 points, 5 rebonds, 6 passes, être hyper efficace dans le money time. Il a encore assassiné des équipes sur des actions pleines de maîtrise. C'est très difficile de l'arrêter. Quand on fait faute sur lui, il met plus de 90% de ses lancers, donc c'est un problème difficile à résoudre. Ce qui lui manque peut-être, c'est encore d'être létal à 3 points. Il a un jeu qui fait beaucoup de vitesse, de percussion, de pénétration, de footwork, capable vraiment de bouger ses pieds à la perfection. Et en NBA, il s'amuse de plus en plus. Il a un collectif qui arrive vraiment à se caler dans ses pas. Et lui aussi, il n'est pas non plus entouré de méga stars. Je crois qu'il n'y a aucun All-Star qui joue à ses côtés. Il y a un jeune Cheltenham Green dont je vous ai parlé dans une vidéo sur les top 10 rookies qui se tire la bourre avec Wemby pour le titre de rookie de l'année. Cheltenham Green, vraiment impressionnant aussi à ses côtés. Mais le patron, ça reste incontestablement SGA qui va, à mon avis, continuer sur sa progression. Et attention au Thunder en fait. En 3 pour l'instant, on a Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks. Peut-être pas forcément une grosse évidence quand on regarde le premier mois de compétition, mais plus ça avance, plus les Bucks sont en train de monter en puissance. Je vous en ai parlé récemment, et vraiment ils sont encore en train de prendre leur marque à mon avis. Giannis, quand il s'énerve contre Indiana par exemple, qui les avait battus à l'in-season tournament, ça donne quand même des matchs à 64 points. Pour l'instant 30 points, enfin presque 31, 11 rebonds et 5 passes. Donc vraiment un gars solide qui a scoré encore récemment contre Orlando, 37 points, 10 rebonds, 6 passes, 2 contre. Alors peut-être que le bémol vient de l'adresse. L'adresse au tir à 3 points, bon, 23%, c'est quand même faible. Et puis un peu au lancer, ça reste toujours son talon d'Achille. Et on imagine ce que ça donnerait, des chiffres à 31 points. S'il avait un peu plus d'adresse dans ces domaines-là, on serait clairement plus en train de le mettre en position numéro 3, je pense. En numéro 2, on a Nikola Jokic qui, malgré des résultats pas tout à fait optimaux pour les Nuggets, arrive tout à fait à tirer son épingle du jeu. Actuellement, il est à 26 points, 12 rebonds, 9 passes, presque en triple-double de moyenne. Ça devient
tellement habituel qu'on ne s'étonne plus, mais honnêtement, voilà, c'est un peu comme Luka Doncic, on a des joueurs qui sont capables de performances et d'une maîtrise, d'une mainmise sur le jeu remarquable. Lui, il a peut-être un petit manque de performance marquante cette année, sauf que bon, on a toujours cette continuité, on a toujours cette polyvalence. Les jours où il marque un peu moins de 26 points, eh ben, il augmente le nombre de passes, le nombre de rebonds. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu pour son dossier, c'est que Denver, quand il n'y a pas de Jamal Murray, c'est compliqué quand même pour Jokic de gagner des matchs, j'allais dire à lui tout seul, je suis un peu méchant, mais vu qu'ils ont perdu quand même des joueurs de rotation importants et qui n'ont pas été complètement remplacés encore, je pense qu'il n'ira pas glaner un 3ème MVP, même si voilà, il reste encore très très fort. Bah oui, parce que en numéro 1 pour l'instant c'est Joel Embiid qui est parti pour faire un back-to-back du MVP. S'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de dégringolade aussi des Sixers qui sont pour l'instant de mémoire 3ème à l'Est. Joel Embiid là, il nous a fait encore un match à 51 points, là il tourne à 35 points, 11,8 rebonds, 6 passes quasiment. Donc lui aussi en termes de stats, il y a du sérieux. L'écart qu'il y a avec Jokic traditionnellement, c'est au niveau des passes, mais là il est en train de le resserrer. Il creuse l'écart en termes de points, presque à 9 points de plus. Donc là voilà, 51 points récemment contre les Timberwolves aussi, meilleure équipe. Donc moi je trouve qu'une performance comme ça face à la meilleure défense de la ligue et la meilleure équipe de l'Ouest, tout de suite, ça situe son homme. C'est un joueur qui est indéfendable quand il se met à tirer face au panier à mi-distance. C'est comme si on avait un DeRozan de 2,13 m, c'est impressionnant. Évidemment, il est très fort au shoot, 90% lancé pour un pivot. Je ne sais pas si c'est déjà vu en matière de volume de shoot pris sur la ligne des lancers. Il est vraiment au sommet de son art. Je sais pas comment il pourrait s'améliorer honnêtement, puisque même quand il tire à 3 points, bah, il est quand même plus adroit que Jokic cette saison. Bref, moi je mettrais, si je devais faire ce MVP ladder, je mettrais Jokic en premier. Jokic, je le mettrais en 4. En 2, je pense que je mettrais Luka Doncic. Parce que pour moi, vu que son équipe a raté les playoffs cette année, l'année dernière, et puis maintenant se bat quand même pour une bonne place, ils sont 4ème je crois à l'Ouest, c'est quand même une belle évolution et il s'est amélioré, et puis il a des très très bonnes stats. Shai Gilgeous-Alexander, moi je le vois très très bon aussi. Avec le Thunder, ils sont 2ème à l'Ouest. Je sais pas si on se rend compte, et si ça continue comme ça risque d'être énorme. Et puis après, effectivement, Giannis Antetokounmpo, hein, valeur sûre du MVP, il l'a déjà été 2 fois. Peut-être que cette année, ça ne suffira pas, parce que bah, pour l'être, il faut vraiment avoir quelque chose qui est un alignement de planète parfait, résultat collectif, bonne santé, faut pas rater trop de matchs, hein, sinon on est hors des critères. Et puis des performances marquantes, que ce soit des records, des victoires aussi face à des opposants directs. On avait vu l'an dernier que Jokic il était très très bien parti, et puis il a perdu un match à Philadelphie où Embiid a été très fort. Ça pèse dans un vote. La route est longue. Quand vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'il y aura plusieurs mois qui se sont écroulés. Quand vous regarderez cette vidéo, il y aura peut-être plusieurs mois qui seront écoulés, mais dites-moi encore une fois si vous avez vos favoris dans ce classement, si vous êtes d'accord avec tout ça. On se retrouve bientôt, et puis c'était un plaisir de parler avec vous de ce sujet sur le Seigneur des Arceaux. Salut!